avec aussi le service juridique, conscient que finalement l'archiviste était le mieux placé pour réaliser ce travail parce qu'il dispose des outils, d'une connaissance également des métiers. Et cette gouvernance-là, elle est appuyée par une compétence archivistique, on va dire informatique, donc la DSI va aussi mettre du temps de travail, et juridique parce que le service juridique va aussi mettre du temps de travail là-dessus. Voilà, donc c'est une des solutions, c'est pas forcément la solution, mais en tout cas je pense que cette inquiétude-là peut être levée, encore faut-il arriver à obtenir. Et moi j'ai la chance d'avoir un DSI qui est compréhensif et qui veut même rattacher les archives à la DSI. Bon ça, non, mais faut quand même pas exagérer. Donc voilà, il y a comme cette solution-là, et je pense qu'il faut, comme je disais hier, si on ne vous ouvre pas la porte, passez par la fenêtre, et allez-y, mais c'est vraiment intéressant. Après, c'est un boulot de dingue, hein, on est bien d'accord, mais les deux peuvent servir, et voilà, nous, en tout cas, le SAE, on a permis d'obtenir le SAE et le recrutement grâce au RGPD. Et dernière annonce, le recrutement va être publié au mois de mai, donc avis aux amateurs. Et c'est mieux payé puisque c'est la DSI, donc c'est bien. Mais c'est vrai que le mouton à 5 pattes évoqué tout à l'heure, c'est sûrement l'archiviste. La CNIL récemment a expliqué que pour elle, le DPO ou DPD ne devait pas être un informaticien pur, ni un juriste pur, et qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui ait aussi une connaissance des données, des traitements de données, une connaissance métier. Et l'archiviste est celui qui a la vision la plus transversale sur les différents traitements de données. Alors, avec un petit bémol quand même, c'est que le RGPD interdit à un responsable de traitement d'être DPO. Or, l'archiviste, évidemment, est responsable de traitement. L'archiviste, en tout cas, qui est en fonction comme responsable de service d'archives. Ceci dit, il est évident que dans des petites collectivités, par exemple, ce qui n'est pas le cas à Saint-Étienne, évidemment, mais dans des petits organismes, on ne va pas créer un ETP complet. Il faudra bien que ce soit quelqu'un qui est déjà en poste qui occupe ces fonctions-là. Et dans ce cas-là, autant tenter l'aventure du DPO. Dans les autres, eh bien, même si ce n'est pas un archiviste en fonction, ce serait bien que ce soit des archivistes qui candidatent pour devenir DPO. Donc, il y a des formations en archivistique, des formations universitaires, etc. Il y a certains qui cherchent encore du travail. Voilà, je pense que c'est une possibilité d'évolution de carrière, ces fonctions-là de DPO. Oui, bonjour. Oui, juste oui, en complément, ce que l'on a remarqué aussi, c'est qu'il n'y avait pas de DPO sur le marché. Donc c'est une opportunité, ne serait-ce que temporairement. Il y a des archivistes qui sont en poste déjà et d'autres fonctions dans la maison, comme des CIL, effectivement. Et la logique voudrait, c'est une fonction qui est plus complexe. D'ailleurs, il faut, je crois, la déclarer même à l'instance de façon très formelle. Donc c'est pas quand même c'est pas comme si vous nommez quelqu'un ainsi, puis hop, c'est inscrit. Il faut la déclarer. Et ce qui fait que la pénurie fait que, de toute façon, je pense de façon même temporaire, quelque part, c'est tout à fait une opportunité à saisir. Et là, je pense qu'on peut l'interpréter un peu en disant on a occupé le terrain parce qu'il faut mieux avoir quelqu'un en charge plutôt que personne. Et là, c'est une bonne chose. Par contre, je pense que ton directeur informatique a peut-être faim aussi de périmètre. Je ne sais pas si, si c'est une joie ou une méfiance à avoir. Martine Fréval, donc moi je suis correspondante informatique et liberté et archiviste au conseil départemental d'Indre-et-Loire. Et donc, je voulais dire déjà qu'il y avait un vrai intérêt à ce que les archivistes, alors je ne parle pas pour moi évidemment, mais j'ai des collègues d'autres départements qui ont vraiment travaillé avec les CIL de leur département, et que en fait le RGPD, effectivement, je trouve que c'était vraiment intéressant parce que c'est une remise à plat en fait des procédures sur la protection des données personnelles, et que effectivement ça a l'air très très conséquent, mais au final c'est vraiment juste une remise à niveau de la loi informatique et liberté. Et nous on a mis en place depuis quelques mois dans notre département ce qu'on appelle des journées de nettoyage, c'est un exemple, une journée de nettoyage des arborescences ou des cleaning day. Donc je collabore à ce titre en tant qu'archiviste, mais aussi en tant que CIL avec la DSI. Et donc là, on va dans les services, on nettoie les arborescences. Et en fait, moi, je me rends compte tous les jours que j'ai des questions sur la protection des données personnelles, et qu'au contraire, c'est très bien perçu parce que les collègues, en fait, sont très soucieuses des données, notamment des données sociales, et sont très soucieuses de la protection des données des usagers. Et que très récemment, 2 fois, des médecins de PMI, par exemple, ne renseignent même plus les applications métiers parce qu'en fait, elles ont des inquiétudes sur les habilitations, sur le fait que ces données médicales
sont transmises au secrétariat, enfin, ou à d'autres, ou à des services qui n'ont pas de médecin. Enfin, et ça les rassure en fait de savoir qu'il y a un correspondant informatique et liberté, de savoir qu'il y a le règlement général sur la protection des données, qu'on va faire une cartographie des traitements, qu'on va mettre en place derrière des protections, que les élus n'ont pas accès aux bases de données, par exemple, ne doivent plus avoir accès aux bases de données, ce qui était le cas auparavant. Enfin voilà, donc je voulais juste dire que finalement, il y a plein de petites choses pour faire aussi de la sécurité, de la protection des données qui ne demandent pas non plus un budget énorme, c'est juste de la sensibilisation sur les mots de passe, sur des petites choses qui existaient déjà sur le papier, fermer des armoires quand on a des données sensibles ou des choses comme ça. Et c'est vraiment l'occasion enfin moi j'en profite vraiment tous les jours de rappeler les règles de base, les 5 règles de base de la loi informatique et liberté qui restent valables évidemment. Voilà, donc je trouvais qu'il n'y avait pas, enfin les archivistes devaient aussi profiter de cette opportunité finalement pour remettre à plat, parce que du coup on est un peu plus entendu avec le RGPD qu'avec la loi informatique et liberté. Voilà. Je voudrais poursuivre dans ce que vous dites en disant qu'aussi l'intérêt pour un archiviste d'être SIL ou prochainement DPO, c'est que du coup il a la connaissance des données et donc des archives qui sont produites dès leur production, dès leur création. Donc il peut suivre ces données qui sont des archives pendant tout leur cycle de vie. Et puis ce qu'on se disait aussi, c'était une belle occasion de pouvoir identifier parmi toutes ces données lesquelles étaient des archives essentielles. Alors, ce que je ne perçois pas très bien actuellement, c'est dans quelle mesure, et puis après quand et comment, on va devoir expliquer ou justifier la conservation de données au-delà de la DUA. Jusqu'à présent, finalement, on ne l'expliquait pas, on appliquait les instructions du SIAF quand elles existent, mais il y a des tas de domaines où on n'a pas d'instructions et où on fait le choix de conserver ces données, ou ces documents, mais sans l'expliquer. Est-ce que j'ai